On est ici devant une grande cavité de la région de Fontainebleau. C'est une cavité qui comporte beaucoup de gravures et qui comporte également les restes d'un habitat des derniers chasseurs, des environs du 8e millénaire avant Jésus-Christ, la période qu'on appelle le Mésolithique. Alors là, on est devant un signe qui est vraiment emblématique de la rupestre de Fontainebleau et qu'on nomme quadrillage. Celui-là est assez intéressant puisque c'est l'un des plus longs qu'on a. Je crois qu'il fait dans les 70 cm. Mais on peut en avoir d'autres qui sont vraiment tout petits, comme ceux-là, voire très très resserrés aussi au niveau des carreaux. Donc nous voici devant un autre panneau gravé de la grotte qui est couvert de séries de sillons parallèles, un autre type de signe très classique dans la rupestre de Fontainebleau et qu'on attribue également au Mésolithique. Ils ont choisi parfois de graver dans des endroits très restreints et d'autant plus inaccessibles qu'à l'époque, le niveau de sol se trouvait à 1 mètre plus bas, donc ce qui implique de se hisser jusqu'à ce petit conduit-là pour pouvoir graver finalement ce panneau-là. Les abris ont été gravés à toute période et il y a parfois des superpositions, ce qui est une source de difficulté pour distinguer ce qui est ancien de ce qui est récent. Par exemple, ici, nous avons des figures qui, visiblement, ne sont pas en accord avec le style mésolithique. Même chose ici, peut-être un cœur. Donc, rajout de graffiti. Et là, on a un bel exemple qui montre le côté un petit peu accumulatif et désordonné des gravures. Nous passons de la rupestre au graffiti historique dans le même abri. Nous avons des gravures de jeunes de la classe 1918 qui ont mis leur nom. Et il y a des dessins. Il y a une continuité entre l'art paléolithique, la rupestre qui est plus récent, le graffiti historique et puis le graffiti ordinaire et puis le tag actuel, quoi. Il y a une continuité, hein. On est ici dans probablement le plus gros site qui ait jamais été fouillé dans le massif de Fontainebleau, avec les occupations les plus riches, avec la stratigraphie et donc la succession des couches la plus importante qui a été fouillée dans la région, qui a livré le plus d'outils qu'on appelle des gravoirs, donc qui sont les outils qui sont reliés directement à la réalisation des gravures. Donc ce sont des éclats ou de silex assez simples la plupart du temps et qui sont caractérisés par une usure très très importante de leur tranchant qui a complètement disparu sous le contact avec le grès lors du rainurage des gravures. Là, l'avantage qu'on a avec les gravoirs qu'on retrouve sur les sites, c'est qu'ils ont récupéré des objets de la vie quotidienne qui, eux, sont typiques et qui donc peuvent être attribués très finement à certaines périodes du Mésolithique. On a des armatures de flèches, on a des macro-outils, des choses qui permettent de dire que ces supports-là ont été débités au 8e, au 7e millénaire. La pratique de l'art, je peux la dater au millénaire près, par rapport aux objets qui ont été trouvés sur la fouille. Nous sommes ici à quelques mètres seulement de l'entrée de la grotte à la peinture, avec une paroi, vous voyez, qui est fracturée, avec plusieurs lignes bien distinctes, des bosses et des creux. Et en fait, si on se décale de quelques mètres, eh bien, on s'aperçoit qu'on a affaire à une paroi qui est toute lisse. Il s'agit en fait d'un front de taille, c'est-à-dire la paroi verticale d'un banc de roche qui a été exploité par les carriers. Alors, autour de Fontainebleau, l'exploitation a été intensive parce qu'on était à côté de la Seine et que la Seine permettait de transporter facilement les grès vers la capitale. Résultat, il est plus que probable que des dizaines d'abris ornés ont disparu durant cette période. C'est le cas par exemple de la grotte du Cros-Marin. Ici, on a eu plus de chance, elle est toujours là, mais néanmoins, le marteau des carriers n'est pas passé très loin. Depuis, eh bien, la parcelle est protégée. Il n'y aura plus d'exploitation de grès puisque c'est interdit dans la forêt domaniale. Et on a donc une grotte qui est durablement sauvée. Cet habitat a été fouillé il y a 40 ans et à l'occasion de cette fouille, on a découvert un gros fragment de paroi gravée, effondré dans les couches d'habitat mésolithique, ce qui permet de dater ce fragment. Et aujourd'hui, on est là pour exhumer ce morceau qui était resté en fait dans les déblais de la vieille fouille.
Voilà la bête. La chute de ce bloc, c'est un peu comme un marqueur temporel pour nous, puisque finalement il a été retrouvé 1,20 m plus bas, sur un niveau qu'on date de la fin de la préhistoire, une période qu'on appelle le Mésolithique. Sa face gravée a été retrouvée sur cette zone-là. Ce qui fait que finalement, toutes les gravures qui sont venues après sur cette zone-là sont forcément postérieures au Mésolithique. Et inversement, toutes les gravures présentes sur le bloc sont forcément contemporains du Mésolithique ou antérieurs. Ce qui pour nous est une aubaine, puisque quand on arrive dans une cavité, on ne peut pas tout de suite voir quelles sont les gravures les plus anciennes des plus récentes. Qu'est-ce que ça donne en dénivelé? On penche un petit peu sur la droite, du côté où ça va tomber, non? Ouais. C'est ça? Toujours. Donc on va le soulever là. Ça peut le faire à la millimètre. Alors aujourd'hui, on procède à l'exhumation de ce bloc. C'est une opération qui est soutenue par le ministère de la Culture et le parc du Gâtinais, de façon à pouvoir l'examiner sous toutes ses faces, l'étudier, et ensuite le présenter au public dans une salle municipale, à quelque distance donc de cette grotte. Ouais, décaisser ici. En plan pour faire ouais, plateforme, parce ouais. qu'on va pas pouvoir aller plus haut nous, Ouais, je m'en suis parce qu'on est bloqué par rapport au fond de la grotte. Ah, bravo, messieurs, dames. D'accord. Bravo. À gauche, gauche, à gauche. Hop, 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 hop. On recule. On recule. Allez, on recule. Encore. On recule. On recule. Hop. Les gars, ensemble. Hey, 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 recule. Oh. Et là, tu vois, il y a des trucs en biais, en oblique. C'est sûr que là, la zone centrale... Est-ce que c'est un quadrillage avec des diagonales comme ce que tu avais Ben, c'est ce que je me demandais, mais les diagonales, elles sont vraiment... quand il y en a à la Ségoniole, elles sont bien, bien en croix, bien nettes. Oui, t'es prête? À quoi? Non, non, juste maman, je fais les dernières vérités. Impossible de faire ces études
qui ont commencé, que nous allons poursuivre, sans l'intervention de nombreux métiers d'art, hein, moi j'ai envie de dire les choses ainsi, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés dans le transport d'objets muséographiques lourds et qui ont travaillé au centimètre près, sans l'intervention de ces gens qui ont tiré la pierre avec des chevaux, sans l'intervention ensuite des archéologues bien sûr, hein, et puis des gens qui ont numérisé le bloc. Donc c'est un ensemble de compétences, de savoir-faire, d'intelligence extraordinaire qui a été réuni sur 2 jours pour amorcer une étude qui va se développer maintenant. Tu tiens? Oui. Là, on est face à des conditions un peu particulières parce que la dalle, on y a accès seulement quelques heures sur ces 2 jours avant qu'elle ne soit installée sur les sites de la Sablonnière où elle va être présentée auprès du public. Donc comme on est face à un temps limité, eh bien on va faire toute une série de croquis très détaillés, ce qui compose donc ces plans directeurs, avec des mesures, identification de l'ensemble des informations archéologiques, donc les tracés, les gravures, mais aussi les états de surface et les problématiques d'altération. Et ce sont ces informations qui vont être utilisées après pour faire le relevé définitif sur la base du modèle 3D. Alors on va commencer par les motifs qui sont là. Ouais. Tu vois, t'as 2 pans en fait. Tu as le pan supérieur, on va dire, grosso modo, qui vient jusque là, et tu as toute une série inférieure. L'idée c'est de faire des mesures, on va pas détailler chaque sillon, hein, mais tu vois par exemple, là tu as un ensemble, en gros petit quadrillage, largeur, hauteur, largeur, hauteur. Ouais, 4 secondes. Je suis en train de faire de la photogrammétrie, donc de faire des photos pour les mettre ensuite dans un logiciel qui va reconstruire en 3D la forme du rocher. La photogrammétrie, c'est simple, on fait beaucoup de photos d'un objet, il faut que les photos, les unes derrière les autres, soient très similaires, on avance très lentement pour que le logiciel découvre la forme progressivement de l'objet et finisse par pouvoir le reconstruire en entier. On est au tout début de la compréhension de cet objet. On part de ce qui avait des hypothèses qui avaient été formulées il y a 40 ans, et maintenant on va pouvoir tester les hypothèses à partir des relevés qu'on a faits, à partir des observations de détail, à partir du modèle numérique. On va pouvoir vérifier l'ordre des motifs. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé avant l'effondrement de cette paroi? Qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer l'effondrement? Qu'est-ce qui s'est passé après? Pas grave. Repose là. Hop. Voilà, là, elle est posée, regardez. Il n'y a plus de lingue. Donc après, c'est du calage. Après, c'est pour pas que ça bouge. Voilà, elle est posée. Bravo. Elle est posée. Félicitations. Bon, ben, c'est une belle aventure qui commence finalement. L'Archamp a son musée.